Salam alaikum, Zoul. Bonsoir. Un constat d'emblée. Notre société est devenue totalement absente de tout ce qui la concerne, y compris ce qui menace la survie de sa propre nation. Nous sommes dans un état gravissime. Nous sommes dans un état de coma, peut-être irréversible, en tout cas profond. Et tout particulièrement ceux parmi nous qui sont censés nous représenter. Tout cela de la société dite civile qui se met en avant, qui nous affirme du haut de leur superbe, qui sont nos politiciens, nos députés, nos sénateurs, nos journalistes, nos intellectuels, nos élites, en somme. Anesthésie générale, motus et bouche cousue. Circuler, il n'y a rien à voir. Les révélations de l'ex-premier ministre, M. Ahmedou Yahya, n'en finissent pas de susciter de petites vaguelettes, allez, juste des clapotis, y compris dans le camp des milieux naturellement acquis au régime et abonnés à ses turpitudes. Mais juste des papotages, des cancans, quand ce ne sont pas des lectures tarabiscotées, des spéculations oiseuses. Un peu comme si après une bombe atomique, tout le monde se remet debout, ses poussettes, et se remet à raconter la blague qui avait été interrompue. Et le pire est que nous sommes tous en train de digérer ce scandale, de l'assimiler, malgré son énormité. Nous sommes tous en train de routiniser, de le mettre dans le sac des autres turpitudes, façon de le banaliser, de le passer en pertes et profits. Nous sommes devenus des éponges à absorber les monstruosités. Le régime est atroce, mais notre absence de réactivité est tout aussi inquiétante. Nous nous enfonçons tous la tête sous le sable, comme autant d'autruches pépères. Des questionnements s'imposent néanmoins, à nous tous, un peu comme des passagers d'un navire en perdition qui s'interrogent sur les compétences de leur commandant de bord, et même sur sa sobriété. Des questionnements légitimes dans un pays qui va au gré des vents mauvais, des vents de travers. Un pays pris en otage par un régime qui fait eau de toutes parts et qui chaque jour, nous étale lui-même ses propres ignominies et qui, chaque jour, se découvre à nous tel qu'il est vraiment, sous les oripeaux menteurs derrière lesquels il s'était travesti. Le voilà nu aujourd'hui, haïssable, monstrueux. Le voilà tel qu'il est, odieux, ignoble, capable de tout, qui se permet tout. Serait-ce la pire des trahisons, la pire des forfaitures, dont les membres ne reculent devant rien pour s'enrichir, pour se venger de quiconque se met en travers de leur route, qui usent de ce qu'ils appellent leurs institutions, leur justice, leur police, leurs forces armées, pour réduire au silence quiconque tente de les contester, de les dénoncer. Ce sont les mêmes qui nous haranguaient du haut de leur tribune, du haut des plus hautes charges qui leur avaient été confiées, ou plutôt qu'ils s'étaient arrogées, pour se réclamer de la révolution de novembre, des chouhadas, qui nous disaient qu'ils se sacrifiaient pour nous, qu'ils veillaient pour assurer l'avenir de nos enfants, eux qui nous suggéraient ouvertement qu'ils étaient les seuls à pouvoir diriger ce pays qu'ils avaient eux-mêmes dévasté et que notre salut dépendait de leur présence à notre tête. Mais le vent a soufflé sur ces façades qui avaient été érigées pour masquer l'indicible et odieuse vérité. Il a suffi que le peuple se lève et qu'il exige qu'ils soient tous balayés pour que certains parmi eux, les plus retors, les plus malins et les plus machiavéliques, nous jettent une partie de leur propre comparse en pâture pour nous faire croire au changement, à l'Algérie nouvelle. Et ils vont jusqu'à
nous imposer des élections présidentielles dont nous ne voulions pas et que nous avions massivement boudé. Mais qu'importe, ils nous ont sorti un président de la casquette et ils nous ont affirmé que nous venions de réaliser les élections les plus propres depuis l'indépendance. Pareil pour une constitution qui donne aujourd'hui au chef de l'armée toutes les prérogatives pour mener ce pays où ils veulent. Et ils ont inventé un nouveau vocable, répété à l'infini par leurs relais, par leur presse, par leurs porte-voix, le mot de Aïssaba. La Aïssaba qui qualifie ses propres comparses de Aïssaba. En fait, en voulant sauver leur peau aux dépens de leurs propres complices, de leur propre clientèle. Ils n'ont pas compris à temps qu'ils venaient d'ouvrir la boîte de Pandore. Jusque-là, nous avions réussi, malgré l'inexorable nuisance du système, à rester pacifiques et à rester unis. Mais nous devons y prendre garde. Nous ne pouvons pas ainsi continuer à ignorer ces très graves dérives. C'est à nous qu'il appartient d'exorciser ces périls par notre union et notre mobilisation. Un dernier mot. Vous savez, dans la boîte de Pandore, il y avait tous les maux de l'humanité. La vieillesse, la maladie, la guerre, la famine, la misère, la folie, le vice, la tromperie, la passion, l'orgueil. Mais il y avait aussi, et surtout, l'espérance. Et l'espérance, chez nous, est synonyme de Hirak. Algérie, où Yahya ouvre la boîte de Pandore. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai ici avec moi Idir Ounoran, analyste politique. Idir, merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir à tout le monde et merci pour votre invitation. Merci. Brahim Younsi, comme d'habitude, avec nous, cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir Idir. Bonsoir Brahim. Alors, nous allons être rejoints tout à l'heure par Hassan Mouali, journaliste qui sera avec nous depuis Alger. Et donc, mes chers amis, voilà un autre scandale. Vous l'imaginiez, Brahim Younsi, un tel scandale, c'était possible dans votre entendement? Pas du tout. Je ne l'aurais pas du tout imaginé. C'est incroyable. Je ne pensais pas que nous étions tombés aussi bas. Cependant, nous savions tous que notre système était vérolé. Et on voit que la vérolisation a atteint même ceux dont on pensait qu'ils pouvaient être des fils de famille, Oui. qu'ils pouvaient être un peu propres, mais pas aussi sales. Cette affaire d'or me rappelle l'Antiquité, et notamment l'Antiquité égyptienne, parce que l'or était assimilé à la chair des dieux. En plus du fait que cette affaire a été révélée par Yahya au moment où les chrétiens fêtaient l'épiphanie. Et vous savez que l'épiphanie, c'est le partage de la galette des rois. Oui. Et les trois mages étaient allés à Jérusalem ou à Nazareth pour offrir de l'or, comme par hasard, de l'encens et de la myrrhe au Christ roi. Cette symbolique m'a tout de suite... Ça t'a parlé, quoi. Immédiatement. Immédiatement, pourquoi? Je me suis dit, ce n'est pas tant l'affaire Yahya. Oui. Ce sont les émirs du Golfe, Oui. qui sont censés être musulmans, et ils savent ce que l'or représente dans la religion musulmane, notamment l'acquisition de l'or, l'accumulation de l'or.
je me suis dit, est-ce que nous ne sommes pas dans une culture païenne? Le veau d'or. Le veau d'or. Oui, tout à fait. Nous sommes dans cette culture païenne. Mais Brahim Younsi, avant d'en arriver à l'histoire en elle-même, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a dit ça pour justifier les fonds qu'il a dans le compte bancaire et qu'il en finisse parce qu'il en avait marre de se faire questionner? Ou est-ce que c'est pour camoufler d'autres choses qui lui ont vraiment permis d'accumuler une telle richesse? Ou est-ce qu'il l'a fait pour mouiller un peu le régime, façon de lui dire, ah, puisque vous ne voulez pas comprendre, j'en suis déjà à ma 40e année de condamnation, elle est cumulée, puis c'est comme ça, je vais tout déballer. Est-ce qu'il ne l'aurait pas fait dans cette... C'est fort possible, mais pourquoi a-t-il pris cet exemple qui vraiment, c'est vrai, est invraisemblable? Oui. Il est invraisemblable qu'il puisse recevoir en si peu de temps une soixantaine de lingots d'or. Et il dit, je ne suis pas le seul. Il disait, il distribuait à tout le monde. Oui, mais c'est dire que ces émirs arabes, ces émirs du Golfe, ont des mines d'or et des coffres de lingots d'or. C'est quand même assez invraisemblable. Tout à fait. C'est incroyable. Oui. J'arrive pas à digérer, franchement. Mais d'abord, cette histoire d'émirs. Parce qu'il faut rappeler que ces émirs venaient pendant des années depuis que Bouteflika a accédé à la pointe, pour tuer les espèces synégétiques on dit, hein, c'est comme ça, protégées de façon mondiale, l'outarde et la gazelle de chez nous. Et on leur donnait des groupements entiers de gendarmerie pour les protéger, pour leur faire la popote, pour leur allumer là où ils faisaient des bivouacs, on va dire. Des bivouacs, etc. À ce point, un État qui offre son patrimoine synégétique à des braconniers, même si c'est des émirs, enfin des bédouins, arrivés de leur... et qui venaient massacrer. Ils massacraient des gazelles pour ne manger que le foie, par exemple. Pareil pour l'outarde, massacrer l'outarde. Dans le même moment que chez eux, ils élevaient des outardes et des gazelles qui étaient interdites à la chasse. C'est plus que scandaleux. On en a tellement pris l'habitude qu'on ne réagit plus. Par rapport à ce que M. Yahya a déclaré, au-delà de... Brahim a tout dit, et je tiens à vous dire, vous aurez pu faire l'émission tout seul aujourd'hui parce que tout était dans votre édito. On n'a plus rien à dire finalement. Honnêtement, hein, c'est pour... je ne vous le dis pas par courtoisie ou par amabilité, c'est vrai. Par rapport à ce qu'a déclaré M. Yahya, ça dépasse d'abord, un, l'entendement. Deux, qu'il ait reçu des cadeaux en tant que Premier ministre, à la limite, où il les déclare et ça va au patrimoine de la République, il n'y a aucun souci. C'est des usages qui sont connus dans des relations d'État à État, il n'y a pas de souci. Mais quand il dit les $60 pour justifier des avoirs incommensurables sur des comptes bancaires, et le fait qu'il les ait vendus au marché noir. Pour moi, il a commis là, lui, le
s'il n'a pas réagi, s'il ne savait pas que En temps et en on heure. pouvait corrompre des hommes et des femmes haut placés dans l'État, c'est extrêmement grave d'abord. Alors, soit il ne le savait pas et donc il Mais n'était pas à la hauteur. Mais je vais le dire Voilà. sans l'accuser, c'est qu'il Oui, absolument. Ou il ne sait pas et donc il est incapable. C'est qu'il a Ou il reçu- le savait, il est complice. il a pu recevoir lui aussi des lingots d'or. Combien? Voilà. Combien? Exact. Quand un Ouihya prend 60 lingots d'or, combien les Le autres lingot, ont-ils... c'est 1 kilo. Hein. Oui, oui. Combien les autres ont-ils reçu? Et il a dit que je n'étais pas le seul. Non. Mais comment dire? Je me rappelle d'une histoire qui est encore pendante, hein, elle doit être jugée. Tartag et d'autres avec lui. Vous vous rappelez quand ils avaient saisi l'argent qu'ils avaient trouvé chez Ould Abbas, l'argent des élections, hein, jusqu'à 7 milliards par siège. Ils vendaient des sièges têtes de de liste, députés. Ils vendaient en dinars et en devises. Hein, c'est comme vous voulez, vous avez le choix. Alors, il était au Club des Pins. Alors, le DRS décide de faire une perquisition au Club des Pins, dans la maison de Ould Abbas. Et il trouve cet argent, avec des listes cochées à payer, reste à payer, tout. Hein, et puis, on nous dit que c'est en justice, puis étouffer l'affaire, on n'en parle plus. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Sur intervention de Saïd Bouteflika, l'affaire a été classée, mais on leur a laissé comprendre qu'ils pouvaient garder l'argent qu'ils avaient saisi. Et ces gens-là ont gardé cet argent. Le DRS, au plus haut niveau, pour apporter de l'eau au moulin de ce que vous dites. Mais cette absence de réactivité, moi, c'est ça qui me tue, franchement. Je ne comprends pas qu'une société comme la nôtre, qui est quand même en face de l'Europe, qui a Internet, qui regarde ce qui se passe dans le monde, qui a fait la preuve que c'était un peuple vivant depuis le 22 février, qui est là déjà en latence, en attendant. Pourquoi elle ne réagit pas, cette société? Et surtout, pourquoi elle ne réagit pas par rapport à ceux qui se disent la société civile, les politiciens, les journalistes, les intellectuels, les universitaires et tout et tout. Moi, je pense, si tu permets, Ibrahim, je pense que, je le pense profondément. Un peuple est charrié par ses élites. Bon, maintenant, on peut parler. Qui peut prétendre à ce qualificatif d'élite? Ça c'est le peuple, comme on le dit souvent, c'est un peuple résilient. Il sort de. Je suis désolé, c'est un peuple qui est polytraumatisé. Nous sommes polytraumatisés par la décennie noire, par 2001, ça vient de très loin. Par de la violence. Parce que là, c'est toutes ces actions en justice, tous ces scandales qui sont mis à nu, c'est une violence. On n'en est pas conscient, mais notre être profond est atteint. Oui. Donc on est résilient. Il y a le Covid-19 ou la Covid-19, la précarité économique, l'instabilité, la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu. Comment manifester? Laisser le droit aux mains de M. Zormati? C'est pas possible. Oui. Donc, la dernière fois, on le disait souvent, la rupture au consentement de l'autorité risque d'arriver par la multiplication et la fréquence de ces scandales. Et moi, c'est pour paraphraser Kandera dans un de ses livres qui a écrit « L'insoutenable légèreté de l'être ». Au-delà, on ne peut pas, M. Benchenou. Je suis désolé. C'est déjà énorme ce qui est en train d'arriver. Ça ne peut plus durer. Par contre, maintenant élite, et l'élite politique et l'élite intellectuelle, le silence des journaux, je ne sais pas s'il y a des éditorialistes qui se sont... Il y a des éditoriaux, il y a des articles, mais sans plus. Ça veut dire qu'il ne relève pas l'énormité. Si c'est pour acter uniquement les propos de M. Ouyahia et de ne pas leur donner de la résonance politique en attaquant les bases même du système, parce que qu'est-ce qui a pu faire que ce type de procédé mafieux sectaire puisse se réaliser? La question, c'est celle-là. Comment? Pourquoi? C'est ça, cette question qu'on doit répondre. Mais l'histoire, ce n'est pas un cas atypique. Ce n'est pas le cas d'un Premier ministre sale qui a volé, qu'on découvre aujourd'hui. Mais c'est systémique. C'est systémique. Tout à fait, ils sont tous dans cette... C'est ça le problème. Et ce qui est en train de sortir, ce n'est rien par rapport à ce qui n'est pas sorti. Je vais vous donner un exemple. Oui. Nous savons tous que le gros de la caverne d'Ali Baba est dans les contrats militaires. Or, on n'en a encore jamais parlé. Ça veut dire que le gros est à venir. Et nous allons rester comme ça, les mains croisées, à déblatérer. Nous croyions déjà que nous avions atteint le plus haut niveau de la corruption avec l'affaire Sonatrach.
par Exact, exemple. absolument. Nous croyons, moi je croyons, croyais qu'effectivement c'était le summum C'était, de la corruption. Le bas de l'iceberg. Et là, c'est le pire du pire, si je On ne l'aurait jamais imaginé. Imaginez cela. Jamais. Imaginez Entièrement cela. d'accord. C'est-à-dire que ces gens-là, non seulement ils sont corrompus à titre individuel, mais ils mettent en situation d'insécurité l'État. L'État, la nation, La le nation, peuple, mais l'honneur. déjà l'État lui-même. Ils mettent l'État dans une situation d'insécurité. Et on peut encore dire l'État. Nous avons affaire à un État. Non, on peut dire l'État dans le sens où on en a parlé. On en a parlé. Ou est-ce que c'est juste une façade d'État? Oui, mais un simulacre. il y a formellement un État. Sur le plan théorique, il y a un État. L'État, c'est tout ce que nous... Non, mais le problème, c'est ce qu'il y a dans la l'État. gouvernance. Mais ce qu'il y a dans l'État, il n'y a que ça. Oui. Par exemple, Bon. vous allez au plus bas de l'échelle étatique, allez, appelons-la comme ça, au niveau des chefs d'aïra, des walis, des commissaires principaux, des chefs de brigade, nous allons plus bas. Tous les contrats sont objets de corruption, de pots de vin, tous les contrats, tous, sans aucune exception. Tout ce qui est réalisé avec des malfaçons fautives sans autre suite. Vous avez vu l'état de nos routes. Les banques, pour avoir votre crédit, vous devez payer une commission sur ce qu'ils vous donnent, comme si vous l'avez donné de sa poche. Tout est comme ça, tout est pourri, véreux jusqu'au bas de l'échelle. Parce qu'il n'y a pas de Il n'y a transparence, rien qui était épargné. Il n'y a pas de transparence. Ouais, Hein. ouais. Deuxièmement, ils créent eux-mêmes les niches de corruption par la rétention d'informations, la rétention de l'étude du dossier et la rétention de la signature. C'est ça le souci. La corruption aussi. est dans les plis de la loi. Tout à fait. Quand ils mettent une loi, c'est généralement pour drainer de l'argent vers X ou Y. Pardon, Brahim. Il y a un État, mais cet État est patrimonial ou néo-patrimonial. Entièrement d'accord. Tout leur appartient. Ils sont la vie et la mort d'un peuple. Oui. Ils Dans sont le la vrai vie, sens eh du bien mot. oui, ils sont Dans la le vrai vie et sens la du mort d'un peuple. Vous avez parlé d'élite. Les élites ne peuvent pas bouger à moins de cette nouvelle élite qui est dans la résistance. Celle qui a collaboré. Il faut le dire, il faut que nous soyons lucides aussi. Il faut que nous soyons lucides. J'adore collaborer. Oui, J'apprécie. mais qui ont collaboré parce qu'ils se posaient, ou elles se posaient, ces élites-là, Vous parlez des élites politiques. pas seulement. Pas seulement politique. Pas seulement, toutes J'ai les compris élites. toutes les élites, quasiment, intellectuelles, ouais. sportives, etc. Parce qu'elles, culturelles, toutes nos élites. Toutes les élites que nous avons produites ou que l'Algérie a produites ont fonctionné d'une manière ou d'une autre avec le système. Parce qu'elles se posaient, comme dit Pareto, comme élite de remplacement. On a besoin de la circulation des élites pour citer encore Pareto. Pareto, l'italien. L'italien, Oui, oui. Vilfredo. C'est ça aussi, parce que dans ce type de système, vous avez des élites de remplacement. Et ces élites de remplacement, on voit un certain nombre d'entre elles, je ne vais pas citer... Elles circulent, hein. Elles circulent. Et la cooptation. Absolument, oui, justement. On les a vus courir dans des institutions factices ou préfabriquées comme le CNT, etc. On les a vus courir derrière des Marocains. Nous les avons vus courir, comme vous dites, acheter des Marocain, je sièges. précise que c'est le ministère. Oui, le ministère, c'est le Marocain, fauteuil. c'est quoi. ça. Non, oui, c'est le fauteuil. la précision. Oui, ben, c'est vous avez bien bien fait, monsieur Lancelot, vous avez avec bien ce qui fait. se passe Les temps qui actuellement. courent, Oui, tout à fait. Et finalement, bon, bien sûr, il y a la corruption, c'est systématisé, au point où c'est devenu une culture. Même en bas, Non, les gens sont corrompus. Ça veut dire... c'est une culture, il a C'est raison. une culture. Ça devient une culture. Maintenant qu'il faudra dépolluer. Ça explique par exemple qu'aujourd'hui, il y a des gens, il y a le hajj b'soir de rachwa. Rachwa. Avec l'argent de Moi, je connais quelqu'un, enfin, on m'en a parlé, quelqu'un qui se faisait corrompre, il avait un courtier. Alors, le courtier qui était un peu en dessous, vous ne voyez jamais le corrompu, hein, vous voyez son courtier. Alors, le courtier, il vous disait... chargé d'affaires. سنة نتفاهموا هذه الأمانة اللي جبتها للحاج لازم تنوي حاجة لازم tu dois avoir l'intention que c'est un cadeau ce n'est pas une corruption تنوي باللي هدية حنانة comme ça
Il lui a dit oui, 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 non, non, c'est une offrande, c'est pas de la corruption. Il lui dit non, mais attends. Il ouvre le tiroir et tire le Coran. Il lui dit لازم تحط يدك على القرآن وتحلف باللي هدية مش رشوة parce que الحاج راح يحج هو والزوجة تاعو بالصوارد هذا. C'est une histoire authentique, je vous le dis. Mais ce n'est pas le seul. Quand vous prenez par exemple les notables locaux, les petits. C'est la halalisation du haram. halalisation. ويديروا لك في الفيلا تاعهم وهذا من فضل الله. من فضل ربك. Mais c'est incroyable, c'est la gangrène quasi généralisée. C'est ce qui explique peut-être cette passivité de la société. Évidemment. J'ai un ami qui m'envoie, excusez-moi, c'est hors émission, mais on est en petite conférence là. Le trabanniste des lingots d'or a failli être président de la République. On parlait de destin à l'époque. J'hallucine. C'est tout ce qu'il m'a écrit. Et c'est vrai qu'il a failli. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de ces offrandes en or. Parce que les Émirats... Comme avant, les émirs du Golfe fonctionnent aussi comme ça. Oui. Parce qu'à leurs yeux, Yahya était le futur roi. Voilà. On lui offre de l'or. On lui offre de l'or. C'est lui, pas des dollars. Le futur le souverain. Il était prédestiné. Oui, il pensait que ça allait être le nouveau souverain, le nouveau pharaon, qu'il fallait absolument lui offrir de l'or. Est-ce que ça pourrait être le bouchon qui fait sortir tout le reste, le bouchon qui saute et ça va être la débâcle généralisée, tous les scandales vont sortir Moi, je ne le pense pas. Non. Brahim a dit la dernière fois que la révolution doit arriver à son terme. C'est pendant ce parcours-là, parce que là, nous n'avons pas les moyens, nous ne maîtrisons pas l'agenda, on n'a pas les moyens. Il y a la Covid-19, le peuple, comme j'ai dit, est fatigué, il est là. Mais la révolution est encore vivante. Et ça va doper la révolution. Oui. Ça va la doper. Moi, je ne pense pas que ça puisse sortir, parce qu'ils n'auront pas les moyens de faire face à tout ce qui va sortir et qui va éclabousser pratiquement tout le monde. Mais à quoi ils s'attendaient quand ils ont ouvert la boîte de Pandore? À quoi ils s'attendaient quand ils ont mis leur propre comparse? Parce que Yahya, c'est des voleurs et tout. Mais c'est des associés de Gaïd Salah, de Bouteflika, de tous les autres qui sont en liberté aujourd'hui. Vous savez, une espèce de c'est une boîte de Pandore qu'ils ont ouvert. Il y a peut-être un petit parallélisme de forme entre la transitologie à la soviétique, la glasnost perestroïka, Boris Eltsine, Gorbatchev, quand au départ, même au niveau des services de sécurité, le KGB qui s'est transformé en FSB, etc., le GRU, etc. Et nous, on a essayé de repenser nos services de sécurité. Rappelez-vous que les grands oligarques militaires avaient besoin des PDG de Gazprom qui a été mis en prison. Il y a une espèce de similitude, un parallélisme de forme comme ça. Et rappelez-vous, avant que le Hirak n'arrive, on parlait de transitologie, comment organiser la transition. On pourra, parce qu'on est obligé de tout nettoyer. Encore une fois, le primat du droit, c'est le plus important. Si on sort du droit, parce que c'est le droit qui nous garantit le bien vivre ensemble. C'est ça le problème. Et là, nous sommes, comme a dit Ibrahim, dans l'espèce de gabégie. Jamais on n'aurait pensé que ça puisse arriver comme ça, un Premier ministre. Vous vous rendez compte? C'est abject, c'est immonde. Et puis, ça atteint, je dirais l'honneur des Algériens, non. Quelque part, oui. Ça atteint la notion de l'État. Et qui plus est, M. Benchenouf, c'est que par rapport aux étrangers qui auraient peut-être l'intention de venir investir avec un système comme ça, il n'y a pas d'élément de confiance, il n'y a pas d'environnement confiant. Il n'y a rien. Ils ne sont pas vertueux. Et puis, ce système qu'on a qualifié même de manière peut-être excessive à un moment, mais qui mérite aujourd'hui son appellation, sa qualification de mafieux. La mafia a un code d'honneur, ceux-là n'en ont pas. C'est ça le problème. Et les autres détenus qui sont en prison, les Sellal, les Tléba, les Ould Abbas, maintenant qui se savent condamnés à de très lourdes peines de prison. Jusque-là, ils espéraient être acquittés, être sortis, amnistie générale. Mais là, est-ce que Yahya ne leur aurait pas montré la voie à suivre pour se faire entendre? Est-ce qu'ils ne vont pas, eux aussi, déballer des choses? Comme c'est le cas, par exemple, de Tléba, qui a ressorti l'affaire des enfants de Gaït. Tout à fait, tout est possible en fait, mais parce que nous ne sommes pas dans un système vertueux, je veux dire. Vous savez, on est arrivé à l'indépendance, on n'est pas d'accord avec Brahim, mais c'est pas grave. L'été 62, ensuite Ben Bella, ensuite rupture avec Ben Bella, FFS entre-temps,
Tahar Zbiri, tout ça a été violent. Donc on a vécu dans des moments de violence successifs, toutes générations confondues. Même la dernière, les années 90, ça a perturbé tout le monde. Que cesse cette violence. Devenons civilisés, appelons à une reconnaissance mutuelle, redécouvrons un cercle vertueux, au minimum, je veux dire. Après, les politiques, on n'est pas d'accord sur tel aspect, ça c'est un autre débat. On a vécu d'un système violent, autoritaire, de non-droit. Et c'est la dictature, parce que tout est fait en dépit du droit. Où est-ce qu'on va? Oui, mais d'abord, Idir, quel droit? D'abord, quel droit? Quelles institutions? Quel paradigme? Et puis, est-ce que ce ne serait pas plutôt la nécessité d'une vraie révolution? Je ne dis pas révolution violente, Tout à fait, oui. mais d'une vraie révolution, y compris culturelle, y compris... Bon, tout à fait. Et Ça quand veut dire j'appelle qu'il à puisse aller au reconnaissance- très fond de cette société. Tout à fait. Au-delà, même si on retransforme là, on translate un petit peu sur la géopolitique, les Émirats et compagnie, ils n'ont envers nous que des gestes inamicaux, je reste poli. Et inamicaux. Voire méprisants. Oui, voire méprisants. Et par rapport à ça, je veux dire, Brahim l'a dit souvent, en parlant de révolution, il faut qu'elle arrive à son terme. Et pour qu'elle arrive à son terme, il faut vraiment maintenant sortir les crocs. Moi, j'avais dit la dernière fois, il faut que le Hirak et la révolution passent à sa phase adulte. Même si on doit perdre quelques leaders d'opinion, on ne doit pas s'arrêter. Parce que je ne crois pas... Je crois qu'il y a peut-être une dizaine d'hommes providentiels comme ça qui peuvent être des phares, des guides. Mais moi, je crois plus aux démarches collectives qui ensuite se concentrent et le suffrage va trancher. Mais nous sommes dans une phase politique qui est difficile. Il y a la précarité économique aussi. Brahim, je crois que j'ai trop parlé, je te laisse parler. Du tout. Nous vivons intimement cette flétrissure morale. C'est une flétrissure morale. On vient à se demander la raison pour laquelle des petits Émirats qui sont, vous avez employé le mot pour autre chose dans votre édito, excellent édito, je vous en félicite, des éponges imbibées de pétrole. Des éponges imbibées de pétrole. Pas que de pétrole. Pas que, mais essentiellement des éponges imbibées de pétrole qui ne représentent quasiment rien, pas même en puissance financière, pas même en puissance financière. On vient à nous corrompre et en plus de la corruption, ils nous méprisent. Oui. Et ils ont quelque part raison parce que nous sommes corrompus. Ils ont quelque part raison. Qu'est-ce qui a changé dans ce pays, dans notre pays? Dans notre conscience aussi. Voilà. Oui, mais justement, c'est notre conscience qui est perdue. À l'époque, nous avons tous fait du tourisme dans notre propre pays, dormi dans des hôtels, dans les grands hôtels touristiques, etc. Quand on donnait un pourboire, ou même à Alger, vous donnez un pourboire. Il refusait. Un serveur, il refusait. Oui. On atteignait à son honneur, on portait atteinte à son honneur. Tout à fait. On portait atteinte à son honneur. On portait atteinte. Vous voulez ça hammam, alors que là, aujourd'hui, nous quémandons, nous demandons que l'on nous donne pour rendre service, entre guillemets, pour vendre son propre pays, pour vendre sa marchandise, mais en tirer un profit. Ce que Yahya vient de faire, il a fait exploser une bombe nucléaire. Oui. C'est une bombe nucléaire. L'affaire Sonatrach n'a pas fait autant de mal que... Parce qu'elle était circonscrite, l'affaire. Parce que c'est incroyable qu'un Premier ministre... Pardon, juste pour rebondir, excusez-moi, M. Benchenouf, c'est que parallèlement à ces petits Émirats, ils ont une puissance financière et puis, franchement, ils l'ont beaucoup. Je veux dire, par rapport à d'autres États avec lesquels nous commerçons et qui ont autrement, je parle des États-Unis par exemple, financièrement, c'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. Ah d'accord, si c'est à ce niveau-là. Oui, non, mais bien sûr, c'est à ce niveau-là. Ce que je voulais dire, c'est que les Émirats,
comme vous savez tous, c'est que les Émirats, et particulièrement Dubaï, est devenu le paradis fiscal le plus prisé sur la Terre, bien avant les îles Caïmans ou les îles, etc. Et l'ensemble des avoirs des grands dirigeants, ou des grands de la bourgeoisie comprador pour les uns et de grands dictateurs pour les autres, est exclusivement avec les Émirats. C'est là-bas. Et parallèlement à ça, c'est qu'ils nous tiennent. Ils tiennent quoi? Ils tiennent les gens qui sont au règne du système, à la tête du pays. Évidemment, bien sûr. Donc c'est tout ça qu'il faudra aussi... moi, je m'interroge aussi sur tous les contrats qu'on a passés avec les Émirats. Oui, Le tabac, les histoires de promotion immobilière, Mercedes-Benz, Sonacom, ministère de la Défense nationale. Il faudrait éclairer l'opinion publique. Mais nous ne sommes pas en phase, du moins en ce moment, en capacité de pouvoir demander l'ensemble de ces comptes. Nous finalement, nous analysons les fuites organisées peut-être, ou les propos de M. Yahya, qui pour se dédouaner ou qui pour envoyer un signal à qui? À ses camarades de jeu. C'est toutes ces questions-là. Et je ne sais même pas si finalement on ne doit pas passer vers une dynamique un peu plus nous posions plus sévère, un peu plus virile, on va dire. La lutte, très bien, c'est exactement ça. Nous posions la question de savoir si nous avions un État, si nous étions un État, si nous... Nous parlons de république souvent, que l'Algérie est une république, alors que, me semble-t-il, et de plus en plus on le découvre, que notre pays, hélas, n'a même pas ou même plus l'épaisseur d'une république. Oui. Il C'est pour ça qu'on ne dit pas deuxième république, puisqu'il n'y a pas une première. L'épaisseur, s'il y en avait une, elle n'a pas l'épaisseur d'une république. Elle n'a pas l'épaisseur d'une république. Et l'épaisseur d'une république, dans le cadre de nos valeurs, je ne vais pas dire lesquelles, mais nous avons des valeurs nationales. Bien sûr. Celles qui interdisent un certain nombre de choses. On se les interdit soi-même parce qu'on a une morale et une éthique. On se les interdit à nous-mêmes. Je suis tout à fait d'accord. Et parmi ces valeurs, c'est celles aussi, sans être démagogique, qui ont concouru à réaliser nos membres, entre autres. Bien sûr. Alors, puisque c'est notre mythe fondateur à tous. La société algérienne et ses élites, ou son élite. Moi, j'ai l'impression que nous sommes en train d'assister à quelque chose d'ignoble. C'est comme un cloaque, un égout à ciel ouvert qui est en train de vomir son contenu. Et quel contenu? Et les gens se baladent tout autour normalement, comme s'ils sentaient la rose. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Alors, je ne parle pas de l'Algérien lambda qui est noyé dans ses problèmes, qui n'arrive même plus à faire face à ses besoins les plus élémentaires, qui est travaillé au corps par des influences diverses, qui est déchiré entre des choses et d'autres, en lequel il sème la haine de son propre compatriote. Mais je parle de cette société qui d'elle-même se met en avant. Ces partis politiques, cette presse, ces gens qui revendiquent le leadership du Hirak, ils sont en train de commenter l'événement comme si c'était un événement comme un autre. Un peu plus offensant, un peu plus, mais sans plus. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé souvent, ici chez vous, d'une société civile périphérique. Périphérique. Elle a toujours été périphérique. À un moment, je pensais, quand cette société civile s'était réunie, qu'elle allait vraiment agir comme une vraie société civile. Vraiment, j'ai repris de l'espoir. Mais ça a fait un flop. Parce que toutes les associations, toutes les organisations, etc., non pas les partis politiques, mais les associations essentiellement avec les syndicats qui s'étaient réunis. Je ne sais plus à quelle occasion. Et moi, vraiment, l'espoir était... C'était bon, c'était parti. J'étais heureux de voir ça. Mais voilà, pourquoi ça ne prend pas? Est-ce que par ailleurs, ça ne prend pas parce que tout l'environnement politique, sociétal, est entre les mains du régime? Les tribunaux, la presse... Vous avez répondu à votre question. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que c'est... Je pense aussi, tout cela participe de mon point de vue, de cette élite de remplacement. La circulation.
Et bien sûr, parce que les élites circulent. Les élites circulent. La cooptation. Et laquelle, cette élite de remplacement? Mais tous ceux dont nous parlons, en dehors même des partis politiques. Vous avez des acteurs de la société civile, entre guillemets, qui ont été appelés au gouvernement, qui ont été appelés à des fonctions importantes, qui ont été, etc., etc. Ce sont ces élites-là qui empêchent. Nous ne parlons pas de la population. Ce que dit Brahim, c'est les élites de renouvellement. Oui, c'est ça, de remplacement et de renouvellement. C'est la population. Si nous sommes là, c'est parce que nous savons ce qui se passe dans notre peuple et ce qui se fait contre lui, la misère qu'il vit. Nous savons tout ça. Ce n'est pas le peuple. Mais c'est pas Haraga. Ce n'est pas les gens. Dès que l'on parle de peuple, ils sortent aussi leur revolver. Ce n'est pas du populisme que nous faisons, parce que c'est cela c'est le peuple qui. Factuellement, ça. Sinon, pourquoi faire les choses? Les élites sont capables d'aller au pouvoir ou de s'opposer ou de se défendre d'une manière ou d'une autre. C'est cette population-là qui est en train de crever. Et nous Mais cette population, est-ce qu'elle est neutralisée à ce point qu'elle ne peut même plus réagir? Est-ce qu'elle est dispersée à ce point? Est-ce qu'elle a été poussée à l'incapacité de pouvoir exprimer quoi que ce soit, au point où elle ne réagit même pas à ce genre de scandale? Le problème, c'est que ce n'est pas à la société tout entière. Brahim parlait des élites, de la circulation des élites, de la cooptation des élites, du renouvellement des élites. Et on l'avait dit, on partageait même avis la semaine dernière, quand on a dit que le stock des élites est complètement épuisé maintenant. Vous parliez, vous, très justement, M. Benchenouf, des corps intermédiaires, des syndicats. Brahim, c'est toi qui en parles. Mais pourquoi la Tunisie a réussi un peu? Ça fait 10 ans, la Tunisie. Ça fait 10 ans, je crois, qu'ils ont fêté leur anniversaire. 10 ans de révolution, hier ou avant-hier. Parce qu'ils avaient d'abord une société civile qui n'était pas clientélisée. Ils avaient une centrale syndicale, l'UGTT. Moi, j'ai connu au début des années 70, de grands militants syndicalistes tunisiens qui venaient à Alger, parce qu'il y avait des problèmes en Tunisie. Ils venaient se réfugier chez nous. Et il y a ça, il y a les magistrats qui se sont... Rappelez-vous, quand vous avez appelé, on était sur le plateau, je m'en souviens très bien, vous avez dit c'est la meilleure manière de liquider le système si les magistrats ne couvrent pas l'élection présidentielle. Vous vous rappelez après le fameux communiqué. À partir d'Oran, me semble-t-il. Ça a fait flop, Brahim l'a souligné. Dès qu'on leur a accordé leur petite et donc c'est aux élites, parce qu'il y a des élites, il y a des élites politiques. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'élite, c'est épuisé. Le vivier des élites. Non, c'est pas que c'est épuisé. Le stock qui risque de rejoindre le système, c'est épuisé. Parce que là maintenant, avec tous les scandales, moi, il ne me semble pas que quelqu'un de normalement constitué avec tous les scandales à répétition qui se sont passés et les scandales à venir, comme vous l'avez suggéré, quelqu'un puisse aller cautionner un régime pareil, un système pareil. Donc fatalement, c'est la peur, parce qu'ils ont peut-être encore un peu d'honneur, quelque part. Il y en a qui n'en ont pas. C'est sûr qu'il y en aura toujours. Mais je me dis que la majorité, c'est pour ça que je dis que le stock, il y a des élites encore, un bon réservoir d'élites, de jeunes, etc. Mais je ne pense pas qu'ils puissent jouer le jeu. Et le stock des élites qui ne s'est pas manifesté jusqu'à aujourd'hui et qui vraisemblablement est 99% des vraies élites. Tout à fait. Qui se terre, qui se tait, qui se fait oublier. Pourquoi? Vous savez, pourquoi laisser la place à des gens qui se disent des élites, qui n'en sont pas, et qui de toutes les façons, sont dans l'assentiment du régime, ne serait-ce que par leur silence? Pourquoi? Dans votre question, vous avez donné la réponse en 2 phrases. Tout à l'heure, quand vous parliez des élites, est-ce que le pouvoir détient tous les leviers? Maintenant, il y a 2 choses l'une. Où la révolution risque de se rendre plus virile, et c'est un risque à ne pas prendre, à mon sens. Parce qu'elle pourrait aller à la violence? Elle pourrait évidemment aller à la violence. Moi, j'ai toujours parlé de la rupture du consentement à l'autorité. Avec cette jeunesse, elle est exaspérée. C'est des scandales sur scandales. On est à une année de bilan de M. Tebboune. Je suis désolé, quel est le bilan du gouvernement de M. Tebboune? Quel est le bilan du gouvernement de M. Jarrad? Il n'a pas réussi à faire passer une allocation de 10 000 dinars aux familles nécessiteuses. Et il a l'outrecuidance de dire c'est l'administration qui a bloqué. Il ne faut même pas plaisanter. Je veux dire, à un moment, il faut que ce genre de choses cesse. Voilà. Même hier, dans la déclaration qu'il a faite avant de partir,
il critique son propre gouvernement. Ben justement, Tout à fait, nous allons l'écouter, nous allons passer à ce sujet. Monsieur Tebboune qui nous dit au revoir, ils l'ont renvoyé en Allemagne se faire réparer le pied. أيها المواطنات والمواطنون كما كان مبرمج منذ مجيئي من بداية الشفاء من ألمانيا كان مبرمج أن أعود لاستكمال بروتوكول الذي سطره الأساتذة. له بروتوكول ما تبقى إلى شيء قصير قليل جدا، ولكن بالضرورة لازم ننتهي وإلا نضيع كاع الشيء اللي ندار من قبل. وممكن تكون في عملية بسيطة جراحية على الرجل. مهم مدة الغياب إن شاء الله نتمناها وإن شاء الله تكون قصيرة جدا، وحتى إلى غادرت البلاد جسديا أنا متابعة يومية مع كل المسؤولين ومع كل وشاكر التجنيد تاع المسؤولين وبالأخص الجيش الوطني الشعبي سديد جيش التحرير على كل المجهودات اللي مبذولة في مساعدة المواطنين وفي إرساء الطمأنينة على مستوى الوطن. كذلك مؤسستنا المنتخبة الحمد لله يعني الدولة واقفة ما زالت ماشية، والحكومة مثل ما قلنا فيها وعليها. إن شاء الله هذا هو. Alors d'abord, on ne nous montre pas son pied cette fois-ci. Ils ont fait bien attention. Ensuite, vous avez remarqué, il dit c'est rien, un petit muscle tafif comme ça, c'est rien, c'est un petit problème. Dans ce cas, pourquoi il va se soigner en Allemagne s'il a... Et j'espère que vous avez remarqué aussi, quand il parle de l'armée, encore une fois, il la met au-dessus. C'est l'armée, l'armée, l'armée. C'est incroyable. Ça veut dire qu'il ne s'en cache même plus. En même temps, c'est la réalité. Oui, mais il aurait pu se passer de cette allégeance, de cette déclaration de vassalité. De manière formelle. Je suis plus de l'avis de M. Benchenouf que du tien. Voilà. Mais c'est une réalité. Oui, mais c'est vrai, oui, on est d'accord. Oui, mais ce n'est pas parce que c'est une réalité qu'on ne doit pas s'en offusquer. Oui, ben bien sûr, je m'en offusque. Le problème n'est pas là. Je crois que cet homme-là a besoin de protection. Ça se voit. D'abord, c'est quelqu'un, comme dirait la Rochefoucauld, qui se plaint à la fois de sa mémoire, mais aussi de son jugement. Parce que c'est quelqu'un qui a suivi l'homme qui est tombé. Oui. Et tous ceux qui sont sortis, c'est l'homme qui est tombé, je veux parler de Gaïd Salah, qui les a mis tous en prison. Oui. C'est Gaïd Salah qui l'a installé là où il l'a installé. Oui. Le chef d'état-major aujourd'hui, c'est Gaïd Salah qui lui a cédé sa place. Oui. C'est-à-dire que tout ce trio-là, toute cette équipe-là, c'est les hommes de Gaïd Salah. Et on a ceux qui ont été arrêtés, mis en prison par Gaïd Salah, qui reviennent. Oui. Cet homme-là a beaucoup de soucis à faire. Ils ne reviennent pas tous pour le moment. Non, non. Mais déjà, ceux qui sont sur le terrain, c'est déjà, même s'ils sont vieillissants, et vous avez fait allusion à ça dans votre édito, même s'ils sont vieillissants, ils agissent, ils sont agissants. Et ceux qui ne sont pas agissants sont en train de menacer, comme M. Yahya. Par exemple. Hein? Ça veut dire on va tout déballer. Ils sont agissants. Et ils ont une force aussi avec eux. Ils ont une force avec eux. C'est-à-dire que quelqu'un comme Tebboune et même comme Chinguereha ont du souci à se faire. Pour eux-mêmes. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Tout à fait. La rente n'est plus là. D'abord, la rente n'est plus là, et puis il y a une fragilité après l'affaire du scandale, pas du scandale, parce qu'en termes de droit, vous l'avez dit, on l'a tous dit, on partage, quand à partir du moment où il y a des actions judiciaires qui sont hors du droit, il faut rétablir les personnes incriminées dans leur bon droit, c'est un minimum, je veux dire. Par contre, on peut les attaquer sur un autre problème, sur la décennie noire, sur d'éventuels faits de corruption, mais ce n'est pas à nous à juger, je veux dire, ça a une justice. C'est pour ça qu'on parlait souvent d'une justice transitionnelle. Qu'on nous mette des têtes de gondole, c'est bien, mais bon, ça ne résout pas le problème de fond.
Par rapport à ce que dit par rapport à l'ANP, vous l'avez dit dans votre édito, Oui. je crois que on a participé ensemble à l'émission ce jour-là, vous Oui, avez oui. dit il a mis... وعلى رأسها voilà, الجيش الوطني الدولة وعلى رأسها الجيش الوطني سليف Non, etc. non, c'est pas un seul livre, parce que là maintenant il faudra dire les choses de manière historique et de manière factuelle. Je suis désolé. Il faut faire les distinguos entre l'armée des frontières et la LN. Je suis désolé. Peut-être que Brahim n'est pas d'accord, mais c'est pas grave, on aura l'occasion d'en parler. Surtout une autre l'armée fois. de libération nationale Oui, et oui. les chefs de l'armée Mais- d'aujourd'hui. Tout à fait. Et donc, il y a peut-être une filiation quelque part, mais je ne pense pas que... Enfin bref, c'est Oui, pas oui, l'objet. c'est pas Ce le- que je voulais dire, c'est que on ne peut pas... Vous voyez l'état de M. Tebboune, c'est que quand il s'exprime, c'est une personne qui est fatiguée. L'Algérie est en crise protéiforme, crise à nos frontières, crise sanitaire, crise morale, crise des institutions, crise des lingots d'or, crise du yaourt, voilà, et j'en passe. Je dis ça pour le détendre un petit peu. On peut pas se Mais ce satisfaire. départ de On peut pas monsieur se Tebboune- satisfaire on peut pas se satisfaire d'un président dans cet état physique. Et On a besoin d'un président qui travaille 18 heures par jour, M. Benchenouf, et qui soit en pleine validité. Et pas seulement pour ces raisons-là. Non, ça, je parlais Me des raisons semble-t-il, médicales, oui, oui, oui. mais politiquement, si Oui, tu oui, permets, oui, juste, bien sûr. il est esselé. Il n'a pas de parti politique. Il n'a même pas la nouvelle clientèle. Ce que je veux dire, que Oui. même sur Pardon. le plan médical, même sur le côté médical, la santé déjà, et tu es mieux placé que moi pour en parler, la santé publique participe de la sécurité nationale. Évidemment. oui. Évidemment. Et la santé d'un chef de l'État participe également de la sécurité nationale. C'est du secret défense à ce Et moment-là. voilà. Exactement. Mais malgré Oui. qu'on ne détienne pas la bombe Non. H, comme dirait mon prof de physique. Mais absolument, mais absolument. C'est-à-dire que voilà que nos chefs d'État, depuis fort longtemps, vont se faire soigner à l'étranger. Même pour un... On ne sait pas ce qu'il a. Moi, je ne sais pas ce qu'il a. Le pied. Le pied. C'est lui qui le dit. Oui, oui, le Il n'y a pied. que le pied. Le pied, mais qu'a-t-il dans ce pied C'est quoi? Nous ne le savons pas. Mais ces médecins allemands... Lui laisse croire que c'est une mycose ou un petit, comment on dit, alux valgus, je ne sais pas Non, même comment pas. on dit. Non, moi, je pense que c'est un problème artériel. Oui, mais Additionnel à ceux-là... diabète, mauvaise cicatrisation, Mais qui risque même ceux-là, peut-être Si l'amputation. ce n'est pas une Oui. grande Mais graine, il y a- c'est tout à des, fait. c'est Tout des est possible. milliers d'Algériens qui se sont fait amputer pour ce type de choses en Algérie. mais pourquoi Et il qui ne ont dit été- pas Brahim, Le souci, Brahim- Brahim, tu sais, c'est plus grave que ça. C'est quand il dit dans son expression, il faut que j'aille retourner en Allemagne, sans ça, tout le protocole que j'ai fait avant Oui, de oui, venir, ça n'aura servi à rien. n'aura servi à Oui, rien. Donc, C'est- Oui, c'est mais quelque chose pourquoi qui va- Voilà la question que je pose. C'est quand même ahurissant. Pourquoi ce régime il est ce qu'il est. C'est un régime prédateur, menteur, tout ce qu'on veut. Mais pourquoi il n'est pas suffisamment intelligent pour montrer aux Algériens qu'il ne les méprise pas? Pourquoi ne dit-il pas « Monsieur Tebboune doit retourner en Allemagne se faire soigner parce qu'il a telle maladie » Pourquoi ils ne le font pas? tout à fait. Tout simplement, on ne met pas en marche l'article 102 pour le moment, parce que selon ces médecins, c'est curable, c'est dans l'ordre des possibles. Et nous, on dit, ah bon, Rabbi Jiblou Shfa. Le problème, c'est que ça hypothèque aussi ça hypothèque aussi le fonctionnement de l'État. Il y a des décisions importantes à prendre sur plein de choses. Ils l'ont ramené juste pour signer, ils l'ont Oui, renvoyé. oui, tout à fait. Et ce que demande le Hirak, ce que demandent les forces politiques saines, celles qui ont la vision du pays, elles demandent une transition. On ne va pas vers la transition. Eux, qu'est-ce qu'ils nous proposent là maintenant? C'est d'aller vers les élections du mandat national, donc de la députation, au renouvellement de l'Assemblée locale et régionale. Mais regardez, et d'ailleurs j'interpelle les partis politiques, façon de parler, je me mets à leur place, vont-ils y aller, ne vont-ils pas y aller? Quelle représentativité? Le De pouvoir, quoi, qu'est-ce qu'il va faire? législative? Non, oui, c'est Ben, important. vous posez la question, ils vont pas y aller, ils vont y courir. Excusez-moi, non, moi je ne peux pas le dire là actuellement Non, sur moi je vous certains le dis, partis pour que la je plupart connais. d'entre eux, en tout Non, cas. non, ça va on les poser un connaît. problème. Non, c'est qu'ils le fassent et qu'ils aient des logiques d'appareil à le faire, c'est leur problème. Mais l'impact sur la société, sur le Hirak, et là, s'ils y vont, la thèse que défendait Brahim, que je ne défendais pas tout le temps en disant les partis politiques, c'est terminé. Moi, je parlais de grosses familles politiques, des courants de pensée politiques. À ce moment-là, oui. Et c'est l'impact qu'aura sur le Hirak, toutes ces personnes-là. Il y aura des cooptations. Brahim a parlé de la circulation. Mais ils vont trouveront- essayer, en plus, M. Benchenouf, de susciter des centaines de listes d'indépendants qui seraient peut-être
la future Ah oui, majorité présidentielle. absolument. C'est toutes ces questions-là qui doivent agiter nos politiques. Ceux qui sont sur le terrain là-bas en Algérie, ceux qui ont l'habitude de parler, il faudrait à tout prix. C'est ces questions-là qui doivent nous agiter. À part 2 ou 3 partis politiques dont on sait qu'ils n'iront pas. On ne va pas les citer. Non, non. Mais la plupart vont y aller. Quasiment tous les partis vont y aller. Ils sont en train de le dire aujourd'hui. Ils sont en train de se préparer. C'est pour le parachèvement à ceux qui sont en train de tous de les nous dispositifs, quoi. dire qui ne seront pas des élections. Ce sera la même chose. Ce sera le même scénario. Parce qu'ils ont tout simplement aussi, ces partis-là, il faut le dire, Bien sûr. participé à la gabegie. Voilà. Évidemment. Ils ont participé à la gabegie. Ils ont un boulet attaché au pied. Ils sont obligés d'y aller parce qu'ils ont reçu beaucoup d'argent. Ils ont reçu énormément d'argent. Ils ont aussi bénéficié d'avantages, bénéficié de prébendes, bénéficié, il faut le dire. On a vu des hommes politiques, entre guillemets, qui sont devenus aussi milliardaires. Oui, oui. Milliardaires, oui, tout à fait. et qui ont bénéficié de beaucoup d'avantages. Ils ne peuvent pas ne pas y aller. Ils ne peuvent pas ne pas y aller. Ah, oui. Maintenant, recourir... Ils sont en train de le dire maintenant, Oui. eux, qu'ils vont y aller. Oui. Ils sont en train de préparer Absolument, mais ils font la queue devant le tourniquet. Alors, oui, mais, oui. pardonnez-moi juste ça, Pardon, oui. mais convoquer l'article 102, ils ne le feront pas de toutes les façons. Beaucoup de gens pensent le contraire. moi, Pensent qu'ils vont le faire, mais qu'ils attendent le moment favorable. C'est ça le moment. Voilà. Non, C'est moi pour je ça que je pense, ne le ferai pas. moi, je vois la piste qu'ouvre voilà, Brahim. voilà. Je pense plus à une démission qu'à la Ça peut convocation être de l'article voilà. 102. Parce que Là, ça risque de perturber. Possible. Voilà, Possible, parce que là, c'est tout Et l'échafaudage. puis, oui, tout à fait. Tout l'échafaudage qui tombe. Oui. Tout Oui, mais l'échafaudage attention, qui tombe. Brahim, il y a un souci. S'écroule. C'est qu'il y a eu, sous l'époque Gaïd Salah, il y a eu 48 directeurs de sûreté de Walaya qui ont été changés. Un mouvement de 3000 magistrats, des walis, tous les chefs de daïra, une grande partie des chefs, c'est tout le dispositif pour le nouveau pouvoir s'est mis en place, avec des orientations claires. Le peu d'argent qu'il y a, c'est pour les clientèles. Parce qu'il va de la survie de leur système. C'est ça le problème. Oui, mais si demain ils décident d'évacuer Tebboune, Il évacue. ils lanceront des législatives, pas des municipales, des législatives, et à côté, ils lanceront des présidentielles. Pour le nouveau le scénario président qui va que sortir de la j'envisage casquette. vraiment à la louche, hein, c'est que M. Tebboune va être contraint ou forcé, ou va le faire de lui-même pour sauver aussi son honneur, Oui, mais quelles que soient il fera les ce qu'on lui conditions dira pour de faire. présider à son élection, à la démission, et qu'au moins le commandement militaire, celui-là ou un autre, je pèse mes mots, Oui. puisse se dire notre société a changé. Il faut qu'on mute nous aussi, je le dis souvent, qu'il y ait une mutation et que nous allons dans une transition apaisée. Mais vraiment Ça, ce serait apaisée. l'idéal, ou vous pensez que c'est possible? Non, ça peut pas se faire. Ça peut pas se faire de manière idéale ou un matin. Oui, ça y est, c'est la transition. Non, il faut qu'elle s'articule autour de quel socle de valeurs on va construire la transition, le processus constituant. Et puis il y a un très bel exemple. La Constitution, à qui elle appartient? Elle appartient au peuple. On l'a dépossédée de son pouvoir souverain. Vous voyez ce que ça veut dire? Regardez au Chili ce qui se passe actuellement. Ils ont fait une convention constitutionnelle. Il y a plein d'artifices. Et moi, je suis même partisan de mettre des hommes politiques, même de l'ancien système, j'ose un nom, peu importe, hein, genre M. Hamrouche, s'occuper de manière politique, et un gouvernement de commando chargé de régler les problèmes économiques, et qu'il n'y ait pas d'interférence entre eux. Le côté politique, constitutionnel, toutes les lois, comment faire, c'est au président de l'État à le faire avec les politiques, et le gouvernement de côté en lui donnant toutes les possibilités, même de légiférer. Quel est, me semble-t-il, c'est la question fondamentale. Quel est leur intérêt à le faire? Sauver l'Algérie, il y a longtemps qu'ils auraient pu... Une sorte de génération peut-être, Brahim. C'est possible, je parle du régime, je Oui, parle du système. d'accord. Je parle du système. Très bien, très bien. Je parle du système. Convoquer le 102, ils ne le feront pas. Ce n'est pas leur intérêt de le faire. C'est pas du tout. Puisqu'ils peuvent obtenir une démission. Mais ils peuvent tout. Oui. Mais ce n'est faire pas le leur 102 intérêt. puisqu'ils peuvent Même obtenir. la démission ne les arrange pas. Sauf s'il est dans une situation. Pourquoi? Parce que tant que leurs intérêts personnels et de groupe et de clan ne sont pas remis en cause,
ils ne feront rien. Et il laisserait Ils vont- Tebboune. Bien sûr, Non, évidemment. il a raison, Brahim, il a complètement raison. Mais moi, quand je disais, excuse-moi, juste c'est pour aller dans ton sens. L'article 102, c'est pas possible. La démission, ça mettrait en jeu leurs intérêts. Mais si la démission, et on donne un prolongement à cette démission, de dire on va vers la transition, il y va, on se met à l'échelle du pays, de la nation, là, Brahim a... D'autre voilà, part, c'est ça le truc. Et là, on revient à la révolution Ouhira, comme l'appellent certains. C'est qu'ils sont convaincus aujourd'hui quels dispositifs ont-ils pris pour dire que la révolution ne changera strictement rien à notre pouvoir. Le pouvoir, la révolution ne pourra pas ou n'arrivera pas à faire tomber le pouvoir et le C'est ce qu'ils font système. depuis le 22 février. Voilà. C'est exactement ce qu'ils font. C'est ça. Ce que vous êtes en train de dire. Aujourd'hui, ils sont peut-être encore plus convaincus que le 22 février parce que c'était un raz-de-marée et que les lieux, pas symboliques, les lieux de pouvoir n'ont pas, il faut le dire, les lieux de pouvoir n'ont pas été pris. On l'a vu. On a dit occupés. Oui, occupés. Voilà. Non, on l'a vu avec le Capitole. Oui. On l'a vu avec le Capitole, dans la plus grande démocratie du monde. Tout à fait. On l'a vu avec le Capitole. Dire, les lieux de pouvoir n'ont pas été touchés. Les lieux de pouvoir n'ont pas été touchés. Ça, tu l'as appelé, tu l'as appelé. Alors, je vais, signalé il y a plus de 6 mois. Absolument. Je vais me permettre de vous interrompre parce que Hassan Mouali est avec nous, il l'attend depuis tout à l'heure. Hassan Mouali, journaliste depuis Alger. Merci d'être avec nous, Hassan. Merci, bonsoir Jamal, bonsoir à tes invités. Merci beaucoup. Alors, d'abord, et c'est aux journalistes que je m'adresse, qu'est-ce que c'est que cette histoire au Yahya? Ah bah oui, c'est une histoire, c'est une kharja, comme on dit chez nous, c'est une kharja tout à fait inattendue, mais à bien y réfléchir, moi je pense que c'est un peu la bête blessée qui réagit, et Yahya sait que désormais il est cuit politiquement. C'est fini pour lui. Il s'est rendu compte que finalement, il n'a rien gagné. Il a été écrabouillé par le système qu'il a façonné et qu'il a lui-même encouragé et soutenu. Et donc, voilà, c'est un baroud d'honneur. Moi, je vais peut-être vous étonner. Je dis quelque chose de positif dans ce qu'a déclaré Ouyahia. J'ose croire qu'il y a quelque chose de positif qu'on pourrait tirer de là, à savoir que Ouyahia... c'est quelque part une menace aux décideurs qui ont ramassé des fortunes, de l'or et tout ça pendant durant les 20 ou 30 dernières années. Il sait que il n'est pas le seul, et tous les Algériens savent qu'il n'est pas le seul à s'être mis plein les poches. Et curieusement, il a parlé de lui-même. Il s'est auto-dénoncé avant de dénoncer les autres. Et personnellement, je m'attends à ce que une prochaine fois, quand il sera interrogé une prochaine fois dans le cadre d'un autre procès, je pense qu'il va balancer. Il va balancer d'autres noms. La première fois, c'était un balançant. Il s'est cuit lui-même. Il reconnaît devant l'opinion publique qu'il a reçu des lingots d'or. Mais la prochaine fois, c'est un peu le message subliminal de sa déclaration. Je pense qu'il va citer des noms. Il va citer des noms. Ça ne m'étonne pas qu'il cite éventuellement le chef de bande, le chef de bande, c'est Abdel Bouteflika tout simplement, mais pas que lui, peut-être des hauts responsables militaires et civils, un peu les responsables de la destruction de ce pays. Donc, de ce point de vue-là, il pourrait, à son corps défendant, faire œuvre utile pour le pays. Il n'a jamais rendu service au peuple algérien et au pays. Et cette fois, au crépuscule de sa carrière, maintenant qu'il est cuit, qu'il est écrabouillé, peut-être que, voilà, dans un sursaut comme ça de fait, il s'est dit, bon, je vais soulager ma conscience et je vais balancer tout le monde. Et comme ça, il va nous aider un peu à commencer à déconstruire le système. Parce que s'il aurait donné en quelque sorte le signal de départ pour les autres condamnés comme lui, de la Essaba, comme ils disent les autres, est-ce que ça ne pourrait pas faire tache d'huile et faire parler les Sellal, les Ould Abbas et les autres, l'ex-ministre de la Justice, comment il s'appelle, Tayyip Louh, et tous ceux qui en savent des choses? Est-ce que ça ne pourrait pas donner le signe de départ à un très vaste déballage?
C'est très possible que, sauf que ces gens-là n'ont pas le courage, entre guillemets, d'Ahmed Yahya. Déjà qu'ils sont mal embarqués, ils sont condamnés à 15-20 ans de prison et ils sont loin d'être au-dessus de tout soupçon. Ils ont beaucoup bouffé avec Bouteflika, donc je pense qu'ils ne vont pas en rajouter. Et puis, peut-être qu'ils n'ont pas l'information que Ahmed Yahya dispose. Ahmed Yahya, il faut savoir que c'est quand même l'une des boîtes noires du régime de ces 30 dernières années. Quand il dit qu'à la présidence, les cadeaux que nous recevions à la présidence, il était chef cabinet. Et à un moment donné, c'était le seul patron quand Bouteflika était au Val de Grâce. Donc, à ce titre, il était au courant de tout ce qui il servait lui-même ou il servait de relais pour remettre les lingots, l'argent et autre chose. Donc, il a accès à des informations ultra confidentielles. Donc, c'est pour ça qu'il s'est permis. Il s'est posé comme étant quelqu'un qui détient des dossiers, un peu comme Azim Erbah dans le temps. Et on sait le sort qui lui a été réservé. Donc, je pense que Yahya. Est-ce qu'il ne risquerait pas, si c'est... Est-ce qu'il le fait de son propre chef? Ou voilà. Il a été aiguillonné pour le faire, pour balancer, pour en finir avec l'héritage de Gaïd Salah. Parce que finalement, quand on parle l'héritage de Bouteflika et Gaïd Salah, les 20 ans de Bouteflika, c'est là la grande corruption a prospéré. Durant les 20 dernières années, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de corruption avant, mais avec Bouteflika, l'Algérie croulait sous les pétrodollars. Donc, c'était la grande corruption, c'était la délinquance financière. Et donc, ça arrange un petit peu, je suis tenté de dire, le nouveau pouvoir qui s'installe maintenant avec la dégaïdisation du pays. On assiste tous les jours pratiquement au changement à des hauts postes de responsabilité civile et militaire. Ça en disant que la campagne de dégaïdisation a atteint sa vitesse de croisière. Donc peut-être que les nouveaux maîtres du pays, ça les arrange à ce que Yahya balance pour discréditer davantage les partisans nostalgiques de Babana, de Gaïd Salah. Parce que beaucoup, parmi les Algériens naïfs, peut-être pensaient que Gaïd Salah voulait véritablement sauver le pays. Il s'avère maintenant, avec les scandales qui sont en train d'être révélés, que l'homme voulait plutôt sauver sa tête que l'Algérie. Donc, et d'une pierre deux coups, ils vont un peu valoriser le prochain pouvoir, le rééquilibrage du système, des nouveaux systèmes. Moi, je pense que le système a reçu un coup fatal dans cette histoire. Mais Hassan, et la presse dans tout ça, la presse qui, à part son approche factuelle pour nous donner des informations sur l'événement en soi, n'a pas osé la lecture de thèse telle que vous êtes en train de nous la donner aujourd'hui, de nous la livrer. Pourquoi la presse est-elle quasiment muette, j'allais dire, sur les tenants et les aboutissants de ce gros scandale? Écoute, je vais me faire peut-être de nouveaux amis. Ma conviction est que la presse, il n'y a plus de presse. Il y a des journaux, il y a des centaines de journaux, des milliers de journalistes, mais il n'y a pas de vrai journalisme. On assiste à un affaissement intellectuel et moral. D'accord? Donc, c'est les petits journaux, ils sont là à attendre les pages de publicité de la NEP, donc ils sont à la merci des autres et ils n'osent pas écrire des articles sérieux. Les télévisions, nous n'en parlons pas. Les journaux, des grands journaux, enfin 10 grands journaux, ils sont dans la négociation, comme les partis politiques un petit peu, ils font partie du système. Voilà, c'est curieux, mais en Algérie, il est rare de lire un article sérieux, bien documenté. D'abord, ils sont coupés complètement. La majorité des journalistes n'ont pas forcément comment dirais-je, pas des liaisons. Et c'est pas des gens qui rencontrent des responsables, des hauts responsables civils et militaires. Donc, et à ce titre, ça leur permet un peu d'échafauder des perspectives d'évolution politique et tout. La majorité sont jeunes, donc c'est un peu du journalisme alimentaire. C'est de l'information. Même les quotidiens papier se contentent de donner des informations comme des sites internet. Alors, et pour revenir à Tebboune, à Yahya, Hassan, oui. si tel
si la thèse que vous suggérez, qui est très intéressante, celle du pouvoir qui se remet en place maintenant laborieusement, doucement, doucement, lui aurait commandé donc de faire ces révélations pour mettre à mal ceux qui sont encore accrochés au levier du pouvoir. Si cette thèse se vérifie, est-ce que M. Yahya ne risquerait pas d'avoir une sorte de crise cardiaque à la Gaïd Saleh? Alors, je ne pense pas, parce que je pense que Ahmed Yahya, bon, ceci dit, tout peut arriver. Je ne pense pas que la crise cardiaque soit provoquée. D'accord. Ouais. Mais il peut mourir comme je peux mourir, toi tu peux mourir, ça peut arriver à n'importe. Mais bon, Ahmed Yahya, je pense que parce que c'est un enfant du système, il faut bien. Il y a le pédigré politique de Ahmed Yahya. C'est quelqu'un qui est fidèle au système. Donc il a cru à un certain moment à des hommes, à des responsables. Et là, il se rend compte qu'il s'est lourdement trompé. Il a perdu sur des deux tableaux. C'est quelqu'un qui était fidèle, on disait, fidèle au général Toufir dans le temps des années 90 et tout ça. C'est un enfant de la boîte un petit peu. Après, de guerre lasse, et lui qui se voyait promis à un destin national, il a vu que Bouteflika, finalement, il allait s'offrir un troisième, puis un quatrième et un cinquième mandat. Du coup, il sait qu'il était foutu. Il était foutu. Donc, il pense que le DRS ou ses parents l'ont lâché. Qu'est-ce qu'il fait? Il rejoint, à partir de 2013-14, il rejoint le clan de Bouteflika. Il a largué des amarres avec ses parents d'avant et tout, donc il a changé un peu. C'est là où il a commencé à goûter au fric et aux avantages, avec ça, en côtoyant Saïd Bouteflika. Il a rejoint le système, il s'est dit, bon, je n'ai aucune chance d'être président un jour, en moi, bah, je vais me faire du pognon, tout simplement. Je pense que c'est ça. Il a des choses à se reprocher, mais il pense qu'il peut rendre service à ces anciens poulains qui reviennent aujourd'hui. Il pourrait, ce n'est même pas une négociation avec eux. Peut-être que sortir de président d'ici 2 ans, 3 ans et rentrer chez lui, mais revenir en politique, c'est fini. Il est cuit, il est carbonisé. Donc la seule chose qu'il puisse espérer maintenant, c'est de soulager sa conscience, dire des vérités, aider le pays, aider le système à se désintégrer lentement, à s'ouvrir. Je ne vais pas employer désintégrer, à s'ouvrir. Je ne sais pas, à l'aide de tes invités, Jamal a parlé tout à l'heure d'une transition en douce. Moi, je suis acquis à cette thèse. Je pense que c'est la moins mauvaise et la moins coûteuse pour le pays, à ce que le système de lui-même, parce qu'il a subi quand même beaucoup de changements à l'intérieur. Il faut savoir qu'au moins 15 généraux sont en prison, d'autres sont morts. Donc, il faut bien admettre que le système change, du moins au niveau des militaires, parce que c'est le vrai pouvoir. Les CV, c'est très facile de les envoyer à la retraite. Peut-être qu'ils vont injecter un petit peu de la compétence, de la jeunesse et tout ça, organiser une élection présidentielle, mettre quelqu'un qui puisse être un peu plus ou moins consensuel, rasséréner le pays, rasséréner le peuple et redémarrer. Donc, à moyen terme, 2 ans, 3 ans, on pourrait peut-être ressembler à un pays plus ou moins normal. Voilà. Restez avec nous, Hassan. Je reviens à vous pour le mot de la fin. Il ne reste plus de temps. Donc, mes chers amis, commentaires, mais très vite, parce qu'il reste plus de temps. D'abord, je salue mon ami Hassan. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Déjà, dans l'énoncé, quand il dit le nouveau système, c'est déjà mentalement, c'est déjà une défaite en soi. Il a dit les nouveaux maîtres. Pour M. Yahya, qu'il soit carbonisé politiquement, et ça date pas simplement de ces 2 dernières années, ça date depuis très longtemps. Hassan, c'est pas à toi que je vais apprendre qu'il a connu sûrement le Khalayat, Betchin, Toufir et même les nouveaux, que tu appelles toi le nouveau maître avec Gaïd Salah. C'est pas le problème. Et quand tu dis les Hassan, nouveaux maîtres, ce sont ceux qui sont en train de reprendre les rênes maintenant. Oui, non, je vais vous dire. Oui, non, tout à fait, non. Mais, moi, je suis assez prudent par rapport à ça, parce que moi, je suis intimement convaincu qu'on a parlé des Toufir Boys qui reviennent, de tous ces gens-là qui vont. Parce que ce qui comptait, c'est comment mettre la société encore sous surveillance totale et continuer à mettre le pays sous coupe réglée. Je crois qu'on ne peut plus être dans cette configuration. Et par rapport à ce que disait Hassan aussi, dans 2-3 ans, c'est très très optimiste. Moi, je pense que c'est pour redevenir à un pays, pour redevenir à avoir des institutions pérennes, pour construire la nation, parce qu'il faut la construire, pour refaire peuple, il faut Obama une génération. Obama. Oui, moi je ne partage pas
l'enthousiasme, si j'ose dire, de Hassan, que je salue au passage. Georges Sokolov, un écrivain français, spécialiste de la Russie, parce qu'il est, où il était, je ne sais pas s'il est toujours de ce monde, spécialiste de la Russie et de l'Union soviétique. Quand il cite Staline, quand il parle de Staline, il dit de lui qu'il a des allures d'un tigre. Il vient tantôt se frotter contre les jambes de ses adversaires, tantôt leur rugir en face. C'est ça la politique. Eh oui. Donc, est-ce que Ahmedou Yahya n'est pas en train de venir se frotter contre les jambes de ses adversaires? Parce qu'il ne faut pas croire, je crois qu'il n'a plus d'amis. Je crois qu'il n'a plus de sauveur. Je crois que c'est quelqu'un qui est descendu et il descendra dans les abysses. Balancer, d'abord, c'est pas bien. D'abord, c'est pas bien, parce qu'il aurait dû le faire avant, et il savait. Balancer dans cette situation, dans la situation où il se trouve, c'est encore plus méprisable. Ça ne le servirait pas. Du tout. Mais il s'en fiche de son image. Oui. Au point où il en est, 40 tout à ans fait. de prison. Oui. Bon, ça ne le sauvera pas. Ça ne le sauvera pas, balancer. Mais s'il a quelqu'un à balancer, c'est celui qui était au-dessus de lui, c'est Bouteflika. Oui. C'est Bouteflika. Mais Bouteflika n'était rien, c'était Saïd. Saïd est dans les abysses également. Il est dans les abysses. Ça ne servirait strictement à rien de balancer Saïd. Tout le monde sait aujourd'hui. Ni Gaïd Salah qui n'est plus de ce Qui monde. n'est plus de ce monde. Mais c'est moins Gaïd Salah que Bouteflika. Mais nous savons, Brahim Youssef, ceux qui avaient le pouvoir, c'était Gaïd Salah et Saïd Bouteflika. Ce n'était pas Abdelaziz Bouteflika. Nous savons aujourd'hui. Bon, non, nous ne savons pas tout. Moi, je crois qu'il y a encore beaucoup de révélations qui vont sortir. Oui, tout à fait. Ça ne peut pas se résumer. Oui, non. Toute la fange va sortir. Je crois qu'il y a des choses encore qui vont sortir. Mais ce que je veux dire, c'est que le poids qu'a pris Ahmedou Yahya, c'est sous Bouteflika. Bouteflika lucide. Bouteflika avec un cerveau. C'est à ce moment-là qu'il a pris du muscle. Oui. C'est à ce moment-là. Il était déjà un peu sous Zarouel et il a pris du muscle avec Bouteflika avant que Bouteflika ne tombe là. Juste un petit mot. Et non, ce que je voulais dire, c'est qu'à travers le personnage de Yahya, ou tous ceux qui sont emprisonnés pour des faits avérés de corruption, il faudrait maintenant, et c'est les politiques, et c'est peut-être les nouvelles têtes qui vont émerger du Hirak, il faut faire le procès du système sans complaisance. Sans ça, on n'avancera pas. Voilà, c'est mon petit mot de la fin. Je reviens à Hassan. Hassan, malheureusement, il ne reste que 3 minutes. J'aimerais que vous me parliez, je ne sais pas si vous allez faire un commentaire sur ce qui a été dit, j'aimerais que vous me parliez un peu de la grande partie de la société algérienne, y compris cette société civile dont on nous rebat les oreilles et qui ne réagit presque pas ou pas du tout. Alors voilà, vous prenez une perche, Jamal. J'ai envie de dire d'abord que quand je dis système, inclut les partis politiques de la classe politique, c'est-à-dire partis du pouvoir et beaucoup de partis d'opposition. C'est ça ce que j'appelle moi le système. Et le système, même la société civile est incluse dans ce système. Parce qu'on se tromperait d'analyse que de réduire le système aux militaires généraux et les hauts fonctionnaires, les fonctionnaires de la haute administration. Le système, ce sont le réseau d'associations, des clubs de football, et la base sociale du système est chiffrable à peu près à environ 15 millions d'Algériens. Faut pas se leurrer. Tout ce qui tire intérêt d'une manière ou d'une autre, celui qui obtient un logement social est quelque part relayé, connecté au système. Donc c'est pas Bouteflika, Saïd ou Yahya qui sont le système uniquement. Et je vais vous dire une chose par rapport quand je dis 2 ans, 3 ans, c'est pas la mieux, c'est mon ami. Quand je dis 2 ans, 3 ans, ce n'est pas pour instaurer la démocratie à l'américaine, encore que ce n'est plus l'exemple. La démocratie telle que ceux qui épousent les standards universels. On redeviendra un pays plus ou moins, on va dire, normal.
parce que nous ne sommes pas encore éligibles à la vraie démocratie. Il faut vivre ici pour comprendre le peuple algérien aussi. Il y a beaucoup de mots dont on doit guérir encore. Déjà, le vivre ensemble est extrêmement difficile. Donc, il y a un travail de pédagogie politique pour arriver un jour peut-être à ce que les Algériens se réconcilient avec eux-mêmes d'abord. Yennayer, la célébration de Yennayer donne lieu à des polémiques encore une fois. Donc, le système, c'est que même ce peuple n'est pas encore mûr pour la vraie démocratie. C'est un travail de longue haleine. Maintenant, il va falloir stabiliser le pays parce que vous le savez très bien que le pays est en danger. Il est en danger à tous les niveaux. Surtout économiquement, nous sommes sur les jantes. Géopolitiquement, avec Israël à côté, les Émirats et tout, c'est dingue. Mais pour revenir à cette histoire de corruption, moi je ne parle pas uniquement des lingots d'or de Ahmed Yahya. Qu'est-ce que ça chiffre à 37 milliards de centimes? C'est 3 fois rien du tout à l'échelle du système. Grande de corruption. Moi j'attends d'Ahmed Yahya ce qu'il balance Cheikh Ibrahim qui disent qu'il a pris 70 milliards de dollars. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est les 200 milliards de dollars qui ont été distribués en pot de vin en 20 ans. Ce n'est pas des lingots d'or uniquement, ça c'est du menu fretin. Donc il faut balancer tous ces gens-là. Ceux qui il faut qu'ils répondent devant la justice. Maintenant, Merci Hassan, désolé de vous avoir interrompu, nous avons un peu débordé sur les horaires de l'émission. Merci Hassan Mouali, merci Idir Onoren, merci Ibrahim Younsi. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Je voulais juste vous dire, je ne me rappelle plus qui a dit, en parlant de l'indifférence, que l'indifférence était le pire de tous les états d'âme. Merci. Salam.